Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Anne Abbaye, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes linguiste et atterré du nom du collectif dont vous faites partie qui signe ce tract qui est sorti aux éditions Gallimard. Le français va très bien, merci. Et qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques jours. Pourquoi atterré ? Parce que nous sommes frappés du décalage entre les discours dominants, surtout dans certains médias, qui se lamentent du fait que le français irait mal, que le français serait en déclin, et la réalité des faits. Donc en tant que linguiste, on veut rétablir les faits qui sont que le nombre de francophones n'a jamais été aussi élevé. Le français est langue officielle de 29 États, mais parlé sur les 5 continents. Les projections des habitants des pays francophones en 2050, c'est 1 milliard d'habitants. Et il n'a jamais aussi été autant écrit. Donc le français a passé le cap du numérique. Il est très présent sur Internet. ChatGPT génère des réponses directement en français. Il ne traduit pas ses réponses de l'anglais. Donc ce sont des signes vraiment importants de la vitalité. Mais évidemment, ce n'est pas le français fantasmé par certains, ce n'est plus la langue de Molière. Donc nous appelons aussi à en tirer certaines conséquences. Voilà, vous avez dit beaucoup de choses, on va détailler certains des points que vous avez évoqués. La langue française, donc, qui ne serait pas, selon ce que vous écrivez, en danger, contrairement à ce qu'on peut entendre de ci, de là. D'abord, de quelle langue française parle-t-on ? Vous l'avez rappelé, 300 millions de locuteurs dans le monde. Il y a presque autant de langues françaises que de francophones. On ne parle pas la même langue ici à Paris qu'à Québec ou qu'à Bamako. Alors ça, c'est quelque chose qui est connu chez les linguistes. Toute langue présente de la variation au niveau individuel. On ne parle pas de la même façon à France Télévisions ou à France Média Monde. À France Média Monde ou dans sa cuisine ou au bureau. Voilà, on adapte son discours. C'est ce qui fait la richesse de la langue, de jouer avec des registres et des situations différentes. De la même façon qu'on adapte son accent et son vocabulaire. Et on n'a pas parlé de la même façon suivant les époques, donc variation dans le temps et évidemment variation dans l'espace, puisqu'on ne parle pas de la même façon à Bruxelles, à Montréal, à Toulouse ou à Marseille. Et on peut, c'est vraiment une richesse et c'est pas un danger. J'ai co-dirigé aussi avec quelques autrices de ce tract. On faisait partie de cette grande grammaire du français, qui a fait le point sur le français contemporain, mais à travers tous les pays. Et on voyait que ce qui était commun, ce qui était vraiment, parce que souvent on est sensible aux variations de prononciation, aux variations de mots. Mais ce qui vraiment nous est commun, c'est la grammaire. Donc les constructions sont vraiment très semblables, avec certaines variations, mais sont vraiment très semblables d'un pays à un autre au sein de la francophonie. Donc ce qui est commun, c'est en gros 80%, si on veut quantifier. C'est l'essentiel. Et que ça participe de la richesse. Exactement. De la langue. Une langue pas comme les autres, dites-vous, car le français a ceci de particulier que nous, ces locuteurs, et peut-être nous, les Français, disons les Français de France en particulier, on a un rapport avec notre langue qui est un mélange d'amour et de répulsion. Que le français a quelque chose de tellement exigeant qu'il en devient impressionnant. Voilà, souvent, l'amour de la langue, ça s'apparente à une passion triste et même, j'ai envie de dire, à de la nécrophilie. La passion d'un français fantasmé, mais qui n'est plus le français d'aujourd'hui. Et on voudrait des complexes. Et on voudrait réenchanter le plaisir d'apprendre et de parler de français. En étant en fait plus exigeant que ces puristes déclinistes, en disant quelles sont aujourd'hui les vraies règles. Il faut absolument mettre ne chaque fois qu'on fait une négation, on est tous en faute. D'où ce sentiment d'insécurité linguistique, on n'est jamais à la hauteur. Ça Bourdieu l'avait bien montré en parlant de marché linguistique, c'est quand une variante devient minoritaire, et ce ne est minoritaire vraiment depuis longtemps maintenant, c'est là qu'elle est survalorisée. Et cette insécurité linguistique qui fait qu'on culpabilise d'envoyer des SMS, de mettre des emojis, de ne pas mettre ne, alors que on a en général accès à une pluralité d'usages et c'est plus efficace de ne pas mettre ne. Et cette insécurité linguistique est une menace pour la langue. Parce qu'on n'ose plus écrire, on n'ose plus parler, on se sent
pas légitime. Alors ces puristes dont vous parlez, qui vous reprochent une espèce d'optimisme béat et qui disent effectivement qu'aujourd'hui le danger est en français, à quelle perfection linguistique, eux, se réfèrent-ils? Quel serait pour eux le français parfait, celui qu'il faudrait que tout le monde parle? Mais, il n'existe pas en réalité. Non, il y avait ce mythe du bon usage. Donc à l'époque de Molière, Molière lui-même était très critiqué comme un pur. Il truffait ses pièces de Gaston, de Picard, de langage des valets, voilà. Mais à l'époque, on voulait recommander l'usage de la cour, un français aristocratique de Paris. Et à l'époque, dans le royaume de France, peu de gens parlaient français. Les langues régionales étaient en meilleure santé qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que c'est le français littéraire, le beau français, mais quand on regarde la littérature, surtout la littérature contemporaine, elle est très poreuse, elle a la diversité des usages, et c'est un peu un mythe que ce français qui serait homogène, qui serait littéraire, qui serait, je sais pas moi, déconnecté de la réalité des usages, déconnecté de l'oral aussi. Que répondez-vous à ceux qui disent que les générations précédentes avaient un niveau de langage, un niveau de calligraphie aussi d'ailleurs, même si c'est moins votre sujet, bien supérieur au nôtre, en invoquant par exemple les copies du certificat d'études des années 50, bien écrites comme ça, parfois avec une plume, sans aucune faute? Alors, il faut savoir qu'il y a une massification de l'enseignement. La plupart des jeunes francophones n'allaient pas jusqu'au baccalauréat. Donc, on compare des populations qui étaient très minoritaires avec des populations qui sont maintenant majoritaires. Et on peut regarder ce qui étaient les usages privés. On n'y avait pas beaucoup accès, mais on a par exemple les lettres que s'échangeaient les poilus pendant la guerre de 14. C'est des corpus numérisés, ils sont en ligne, vous pouvez aller voir. Ils étaient truffés de fautes. Et c'était des fautes, peut-être qu'on voit moins aujourd'hui, par exemple des fautes de segmentation. C'était ta lettre, L''ETRE. Maintenant, on a des fautes d'accord, on a des fautes sur les homonymes, SE, CE, mais on a moins ces fautes de segmentation. Alors par exemple, un exemple intéressant, c'est vrai qu'on voit souvent, et notamment sur des éléments numériques aujourd'hui, il y a des gens, y compris des adultes, y compris pour ne pas les citer ici, par exemple au travail, des fautes de participe passé qui arrivent en ER. C'est assez courant. Que faut-il en penser? Est-ce qu'il faut considérer que c'est une faute grave, ou il faut se dire, bon, puisque de plus en plus de gens font cette faute, est-ce qu'à un moment, le français n'acceptera pas un participe passé en ER? Alors, je pense qu'il faut maintenir la différence entre infinitif et participe passé. C'est différent. Voilà, j'ai mangé, je vais manger, j'ai bu, je vais boire. On peut l'entendre. Il suffit de remplacer le verbe du premier groupe par un verbe en hier ou en hier. En revanche, on passe énormément de temps, trop de temps à notre avis, à cet accord du participe passé. Voilà, au lieu d'avoir suffisamment le temps d'apprendre la différence entre participe passé et infinitif qui concerne les verbes du premier groupe qui sont plus de 90% des verbes. Voilà, on se focalise sur l'accord du participe passé avec avoir, qui est un accord avec l'objet, qui est un italianisme, qui n'est même plus appliqué en italien. Qui d'entre nous ne s'est pas posé la question en écrivant quelque chose à temps? Alors comment Voilà, donc de fait à l'oral, on l'entend plus, on ne le fait plus, et ça ne gêne personne. À l'écrit, en situation d'examen, de stress, on vous fait un peu n'importe quoi, mais dans les écrits plus spontanés, même dans les courriers professionnels que je reçois, il est invariable. Donc ça fait depuis 1901 que les enseignants demandent de dépénaliser le non-accord du participe passé avec avoir. C'est repris par la Fédération internationale des professeurs de français. On pourrait gagner 80 heures, parce que le temps qu'on y passe, tout le monde se souvient d'avoir appris, et puis on ne se souvient plus des règles, parce qu'il y a trop d'exceptions. Ouais. Voilà, nous, on voudrait réenchanter les règles qui sont robustes, les règles qui s'appliquent, qu'on peut entendre, par exemple la différence entre infinitif et participe passé, qui est importante, et passer moins de temps sur les pluriels en OUX, qui était une erreur de copie, ce qui concerne 6 mots. Là, tout ce qui est du côté du par cœur est quand même moins intéressant et moins... plus difficile, enfin moins, voilà, vous dites moins satisfaisant.
il faut, parce que vous proposez beaucoup de choses dans votre texte, c'est qu'il faut, dès l'école, non pas pénaliser les enfants, mais leur expliquer, passer plus de temps à l'explication de comment les mots se sont formés et pourquoi ils s'écrivent comme ça aujourd'hui. Par exemple, vous abordez un sujet ô combien politique ici en France, la dictée, terreur de beaucoup d'enfants. D'ailleurs, ce que vous en dites vous vaut un déluge de critiques depuis la publication de ce texte. Pourquoi est-ce que vous dites que faire autant de dictées, en fait, n'est pas si utile que ça? Alors, on a des critiques, mais on a aussi beaucoup de soutien de la part des enseignants, justement. À qui on demande de faire beaucoup de dictées. Voilà, la dictée, c'est un outil d'évaluation qui est commode. C'est pas vraiment un outil d'apprentissage. Ou alors, c'est ce qu'on appelle la dictée inversée. L'élève peut produire son propre texte et peut corriger ses fautes. Mais si c'est apprendre par cœur le texte d'un autre, c'est moins satisfaisant. Et déjà, Jules Ferry, à la fin du 19e siècle, déplorait l'abus de dictée et le par cœur. Et surtout si c'est au service de règles désuètes. Alors pourquoi est-ce que vous dites que ça c'est pas utile? C'est pas comme ça qu'il faudrait en tout cas... Ça suffit pas, voilà. Ça peut être, c'est utile dans le primaire, je suis pas sûre que ce soit encore utile dans le secondaire. On peut se poser la question avec les enseignants du Québec qui ont adopté cette mesure. À partir du moment où en sciences, on a le droit aux calculettes, pourquoi dans le secondaire ou à l'université, on n'aurait pas droit aux correcteurs d'orthographe? Toutes ces scories orthographiques, des dithyrambiques, des borborigmes qu'on hésite à employer, qu'on sait plus trop comment écrire parce que leur orthographe étymologique et pas forcément le logique et justifiable. Pour tous ces mots-là, le correcteur orthographique, l'écriture sur écran serait un bon outil. Donc on appelle à appliquer les rectifications orthographiques de 90 qui présentaient une avancée, par exemple piqûre, gaieté, sans accent circonflexe, qui ne se justifie pas vraiment. Et piqûre qu'il faudrait écrire comment? Sans accent circonflexe, comme ça se prononce. Voilà, donc des difficultés disparaissent. Et puis relancer, c'est un vaste chantier, mais ça nous est demandé aussi par les Belges, par les Québécois, relancer une réforme de l'orthographe, au moins une dépénalisation de l'accord, du non-accord du participe passé avec avoir. À propos d'écran, vous l'évoquiez à l'instant, que répondez-vous à ceux qui s'inquiètent de ce que les écritures numériques, et notamment les émojis, vous l'avez évoqué à l'instant, appauvrissent le langage? Alors souvent, ce qu'on observe, parce qu'on a des corpus de SMS, parce qu'on a fait des études sur les élèves qui textent le plus, est-ce que ce sont ceux qui sont les plus mauvais en français? Non, pas du tout. En général, ils sont pluricompétents. Donc ce qui est vraiment important, c'est la différence de registre. C'est-à-dire qu'on écrit à ses copains ou sur les réseaux sociaux différemment. Les émojis enrichissent la langue puisqu'ils permettent ces gestes faciaux qu'on a à l'oral, les petits sourires, les clins d'œil qui permettent d'apporter des nuances. Voilà, ils les permettent à l'écrit. Mais évidemment, c'est un peu comme les jurons ou les gros mots. C'est important pour l'expression des émotions, mais on ne va pas les mettre dans des courriers officiels, dans des copies. Voilà, je pense... c'est important de rappeler les différences de registres, mais de ne pas couper. Si c'est de l'oral, c'est du mauvais français. Si c'est des SMS, c'est pas du français. Voilà, c'est important de réintégrer la diversité des usages pour apprendre à chacun, mais souvent les gens en ont conscience, que certaines expressions, certains mots sont plus adaptés dans certaines situations et pas dans d'autres. Vous évoquez beaucoup de sujets dans ce livre qui est franchement passionnant, notamment l'écriture inclusive qui serait, selon certains, un péril, la menace de l'anglais. On n'a pas le temps, malheureusement, de toutes les évoquer. En un mot, ce texte est d'abord et avant toute chose, en tout cas c'est ce que j'en retiens, une immense déclaration d'amour à notre langue qui fait notre socle et qui fait qu'aujourd'hui on peut se parler et discuter. Oui, et je crois que c'est ce qui fait son succès, puisque le premier tirage était épuisé. S'il n'est pas en librairie, patientez, il revient. Je sais qu'il n'est pas encore arrivé outre-Atlantique, les Canadiens l'attendent. Il arrive début juillet. Bon voilà, écoutez, et vous dites aussi que l'avenir de la langue française est en Afrique, et c'est intéressant, et c'est important de le rappeler. Merci infiniment, Anna Bélier, d'être venue nous en parler. Le français va très bien, merci, chez Gallimard, signé des linguistes atterrés, ES que vous êtes. Ça ouvre énormément de débats et de discussions très intéressantes et qui prouvent notre attachement commun tous à notre langue. Merci infiniment d'être venue ce matin sur ce plateau. On se retrouve juste après la pause avec Pauline Godard, mon homonyme. À tout de suite.